Binge audio, Stéphane. Binge audio. Je sais pas pourquoi j'ai dit Stéphane. Je connais pas de Stéphane. Hein. C'était un dimanche soir qui ressemblait à un dimanche soir. Alors que la nuit pointait en même temps qu'un léger vague à l'âme, je cherchais autour de moi comment m'extraire de cette langueur annoncée. Lire un livre ? Non. Mater une série ? Pourquoi pas. Aller sur Tinder ? Plus jamais. Alors je fis ce que beaucoup d'entre nous auraient fait à ma place. J'ai commandé des ramen sur Deliveroo. Une part de moi savait que les livreurs de la firme sont exploités, poussés à bout, qu'ils n'ont aucune protection sociale. Une autre part de moi savait que j'aurais pu tout aussi bien descendre au coin de ma rue, m'acheter un plateau de sushi. Mais non. Si je suis totalement honnête, je voulais qu'on me serve, qu'on monte jusqu'à chez moi. Limite, j'aurais aimé qu'on me déballe mes plats, me les installe joliment et me noue une serviette autour du cou. Ne rien faire moi-même, comme quand j'étais enfant et malade et que ma mère m'apportait un repas au lit. Est-ce qu'il tient là le succès des entreprises de livraison de repas ? Dans la rencontre de l'anxiété et la solitude passagère de jeunes bourgeois avec la misère économique de certains contraints d'accepter les jobs les plus précaires. Parmi les 20 000 coursiers à vélo, une part importante sont des sans-papiers qui sous-louent des contrats à d'autres coursiers. Tout ça, je le savais. Je l'avais dans un coin de ma conscience quand j'ai cliqué sur « Voir mon panier ». Elle commençait à me déranger sacrément ma conscience. Comment tu peux te dire de gauche et cautionner ce système, elle me disait. Alors, j'ai ajouté un pourboire pour le livreur. 3 €. 3 € je crois, ouais. 3 € pour faire taire ma conscience. Et j'ai cliqué sur commander. 3 €, est-ce que c'est le prix de ma conscience de gauche ? Et la vôtre ? Combien elle coûte ? Deliveroo. Donner un pourboire suffit-il à laver votre conscience ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans On peut plus rien dire, l'émission de débat de Binge Audio. J'ai dit ici Deliveroo, car c'est le service auquel j'ai fait appel, mais cela vaut aussi pour Uber Eats, Frishti, etc. En d'autres termes, est-ce que nous sommes complices de l'exploitation des livreurs en utilisant ces services ? Ou est-ce aux politiques de s'emparer du sujet et de légiférer ? Et ces politiques, est-ce que ça ne les arrange pas un peu de nous faire porter le chapeau de la culpabilité plutôt que de se saisir du sujet ? Pour en discuter avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Margot Verdier, sociologue et autrice de Le commun de l'autonomie, une sociologie anarchiste de Notre-Dame-des-Landes, Gurvan Kristinadjaya, journaliste et auteur d'Uberisation piège à con, et à nos côtés également Benjamin Coriat, économiste, professeur émérite de sciences économiques à l'Université Paris 13 et membre du collectif des économistes atterrés. Ma première question, elle est pour vous, Gurvan Kristinadjaya. Est-ce que vous avez déjà vécu une scène similaire à la mienne ? Est-ce que vous aussi, vous avez commandé sur les plateformes et est-ce que vous donniez des pourboires ? Enfin, est-ce que vous avez déjà donné un pourboire ? Évidemment, oui. C'est d'ailleurs je pense qu'on a beaucoup vécu ça, nous, toute notre génération de personnes entre 20 et, disons, 45 ans. C'est que moi, c'est ce que j'ai appelé l'économie de la flemme. Il y a une économie qui s'est développée autour de notre propre flemme et on a connu ça, les ordinateurs, les téléphones, etc. Et quand c'est arrivé, on s'est dit, on va commander parce que c'était instinctif, en fait. Donc évidemment, je l'ai connu et évidemment, quand on est de gauche aussi, on se dit, je vais donner un pourboire parce qu'on ne peut pas se défaire de la personne qui est en face de nous et qui va nous livrer malgré tout, quoi. Alors après avoir mené votre enquête, est-ce que vous estimez que donner ce pourboire quelque part, ça efface le mal qu'on fait ou est-ce que non, c'est des histoires qu'on se raconte ? Je pense que c'est des histoires qu'on se raconte.
Combien il est payé le livreur quand il fait une course? Selon votre livre, j'ai estimé que c'était autour de 5 €, c'est ça? Oui, après ça dépend. Il n'y a pas de prix minimum. Auparavant, il y en avait. En fait, il faut comprendre comment ça fonctionne. Au départ, les plateformes sont arrivées et elles ont brûlé du cash, ce qu'on appelle brûler du cash. Donc, elles ont distribué énormément d'argent dans la rémunération des livreurs. Et peu à peu, ça s'est réduit. Donc, aujourd'hui, un livreur gagne plus tellement. Et d'autant qu'aujourd'hui, comme vous le disiez, il y a de la sous-location. Dans la sous-location, il y a aussi une commission. Donc, on peut considérer qu'une course minimum, ça peut être 2-3 € pour quelques centaines de mètres. Ah oui, donc c'est quasiment impossible de vivre, de construire un salaire correct en étant livreur Deliveroo aujourd'hui. Non. Enfin, en tout cas, on gagne, moi de ce que j'ai constaté, c'est moins d'un SMIC pour 6 jours de travail, midi et soir, et y compris aussi dans la journée. Parce qu'il faut comprendre quelque chose, c'est qu'on ne travaille pas non-stop. Et comme c'est un statut d'indépendant, on n'est pas rémunéré pendant les heures de creux, sauf qu'il peut y avoir 2 heures de creux entre 2 livraisons. Donc une journée peut être très longue, et au bout d'une journée, on peut avoir 30 € comme 150 €. C'est très aléatoire. Oui, parce que le temps d'attente aussi devant les restaurants, par exemple, tout ça, ça ne compte pas. On n'est pas rémunéré du tout pour ça. Et non, c'est tout l'intérêt pour les plateformes du statut d'auto-entrepreneur et d'indépendant, hein, c'est de dire on utilise la main-d'œuvre que quand elle est active, en fait, et pas quand elle est passive. Quand j'ai lu votre livre, moi je me suis dit en fait mon terminados quoi, plus jamais Deliveroo. Ce dont on a un peu une vague idée en fait quand on lit votre livre et qu'on rentre dans les détails, on se rend compte que c'est encore pire en fait que ce qu'on croit, que ce sont des personnes donc précaires, interchangeables, privées des droits les plus élémentaires et aussi privées de leur dignité quelque part. Est-ce qu'on peut parler du coup d'une forme d'exploitation, voire même d'esclavage ? Oui, le second terme est difficile parce que c'est la traite des êtres humains, tout ça. Mais en tout cas, l'exploitation, oui, elle y est pour sûr. Moi, je trouve que ce qui est le plus frappant, c'est qu'il y a eu un effet, ce qu'on peut appeler un effet qui se coule. C'est qu'on a promis à ces personnes-là une émancipation. On est allé les voir en bas des tours dans les banlieues ou quand ils arrivent dans la rue et que c'est des migrants primo-arrivants, on est allé leur dire « tu vas devenir quelqu'un, un patron, ton propre patron, tu vas avoir un beau vélo, rouler, servir les gens, c'est un métier noble. » Et puis en fait, on leur a vendu ce rêve-là, et en fait, ils se rendent compte que c'est pas possible, et que c'est une déception énorme, et que non seulement ils y arrivent pas, en plus ils sont pas représentés par des syndicats parce que c'est un travail qui est très individuel et qui est régi par un algorithme. C'est donc ils sont seuls, précaires, voilà, donc c'est très compliqué aujourd'hui d'être livreur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Là, je me tourne vers l'ensemble de la table. Selon vous, on se demande, est-ce qu'il vaut mieux boycotter, mais du coup, priver aussi peut-être les personnes quand même d'un certain revenu ? Ou est-ce que consommer, mais se rattraper ? Comment est-ce qu'on vit comment vous vivez aussi, vous, avec ces questions et ces contradictions ? Monsieur Goriat ? Je veux bien. Bon, moi, j'utilise pas Deliveroo. Jamais. Voilà. Je suis pas de la même génération aussi, peut-être. Une seule fois, pour tout dire, j'étais avec mon petit-fils qui a voulu absolument se faire servir un hamburger qu'il a commandé, qu'on a commandé donc par Deliveroo. Et puis en fait le hamburger il venait de 30 mètres de là quoi. Oui. Bon, alors je l'ai vraiment assaisonné. Le petit-fils, il n'a plus jamais recommencé. Bon. Qu'est-ce que vous lui avez dit ? Eh ben, je lui ai dit que c'était insensé d'avoir son âge, il a 13 ans en l'occurrence, et de vouloir se faire servir et d'utiliser des gens, et je lui ai expliqué le statut des gens. Voilà. Bon, ça c'est... Voilà, il a très bien compris, voilà, je crois qu'il le fera plus jamais. Alors... Comment dire, il y a une troisième alternative, parce que c'est pas où on se soumet, où on fait rien, où on donne un pourboire, etc. Non, il y a une alternative. Et c'est la seule possible, à mon avis, en plus. C'est d'aider ces gens à obtenir un statut véritable. Bon, d'ailleurs, beaucoup d'entre eux sont en lutte pour ça. Bon, alors, c'est pas du tout impossible. Comme vous le savez, sur différents cas de plateforme, il y a eu des décisions de justice visant à requalifier ces gens
en salariés. Oui, d'ailleurs, là, les trois anciens dirigeants de Deliveroo viennent d'être renvoyés en correctionnel pour Bien sûr. travail dissimulé. Voilà. Bien sûr. Donc, je veux dire, la bataille, elle est devant nous. Et la bataille, c'est pas une attitude individuelle. Je donne un pourboire, je donne pas un pourboire, j'y vais pas, etc. Non, c'est une bataille qu'ils mènent, que l'on doit mener avec eux. Alors, comment on mène cette bataille avec eux ? Eh ben, eux la mènent à travers des rassemblements, des manifestations, etc., qui sont d'ailleurs extrêmement coûteuses, hein, parce que avec les histoires de GSM, ils sont très facilement localisés, donc c'est vraiment une lutte extrêmement complexe. Bon, ils ont l'appui de certains syndicats, et c'est vrai que c'est à nous, si je peux dire, consommateurs, à manifester notre soutien. Alors, je vais dire tout ce que je pense, parce que la question, elle est complexe. Allez-y. Tous ne souhaitent pas devenir salariés, parce que ça suppose être salarié à plein temps, etc. Parce que c'est souvent, pour certains d'entre eux, des boulots d'appoint, etc. Donc, il faut à la fois permettre à ceux qui le souhaitent un statut, on va dire, analogue au salariat, c'est-à-dire avec des protections sociales, un salaire minimum, des congés, des vacances. Oui, parce que quand on est auto-entrepreneur, on n'a pas d'arrêt maladie, on n'a pas de congés payés, on ne cotise pas pour le chômage, on cotise à peine un tout petit peu pour la retraite. Bon, donc il faut permettre à ceux-là d'obtenir ce statut. Et puis, pour ceux qui veulent exercer cette activité à titre plus intermittent, on va dire, hein, des formules sont possibles. J'ai dans la tête les formules de chèque emploi-service. Bon, alors, c'est pas une merveille, mais c'est déjà beaucoup, beaucoup mieux. Parce que dans le chèque emploi-service, hein, quand vous avez un aide à domicile pour les personnes âgées, etc., bon, il y a des minimums sociaux, il y a des points retraite, il y a des vacances, il y a tout ça. Donc, on pourrait très bien imaginer une formule chèque emploi-service, hein, qui permettrait, lorsque la personne n'est pas salariée, qu'elle puisse être rémunérée sur cette base qui implique un statut. Bon, voilà, je vais laisser parler les autres, hein, mais je veux dire, c'est pas seulement une affaire de conscience individuelle, hein, c'est un problème social qui nous est posé et auquel il faut qu'on apporte une réponse sociale, c'est-à-dire trouver un statut. Oui, c'est donc aux politiques de se saisir de cette question. C'est à nous aussi. à forcer les politiques à se saisir, parce que, comment il s'appelle, Emmanuel Macron, pendant sa campagne présidentielle, la question lui avait été posée. Et il avait dit, écoutez, tous ces gens du 93, nous, on ne sait rien faire avec eux. C'était génial quand même, hein, pour quelqu'un qui voulait être président de la République. Ce qu'il avait dit même, c'est s'ils ne font pas ça, ils tiennent le mur. Voilà. Et donc, il faut remercier Uber, en gros, hein, parce que, en l'occurrence, c'était plutôt Uber qui était visé, parce que nous, on ne sait pas faire. Donc, c'est sa vieille idée de banquier. Ceux qui savent faire, c'est les gens du privé. Voilà. Bon, donc, il faut mettre fin à ça. Margot Verdier ? Oui, je suis assez d'accord avec ça. L'enjeu, il n'est pas tellement dans une éthique individuelle qui serait soit soulager sa conscience, soit refuser de participer, parce que ça suffira pas. Je pense qu'effectivement, il faut s'engager aux côtés des livreurs et soutenir leur lutte. Puis il y a aussi une lutte plus fondamentale à mener contre le capitalisme et contre l'organisation contemporaine du travail. Parce que tout à l'heure, tu disais que souvent on a cette expression qui vient en tête de se dire si je participe pas, en même temps ça donne du travail à des gens, et notamment la question elle se pose aussi pour les sans-papiers, parce que c'est tous ces métiers, toute cette exploitation là un peu qui repose en partie sur de l'arbitraire, sur du travail invisible, etc. Elle permet à des personnes qui ne peuvent pas accéder à des conditions de travail de quand même gagner de l'argent. Mais en fait, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, parce que c'est un truc qui revient régulièrement quand on dit, par exemple, on a besoin des patrons parce qu'ils créent des emplois, etc. Oui, mais en fait, je sais pas s'ils créent vraiment du travail. Oui, ok, dans la société dans laquelle on est, ils en créent. Mais en fait, surtout, c'est des gens qui existent parce que le travail, il est organisé d'une certaine manière, en fait, dans le capitalisme contemporain. Et je crois que du coup, il y a aussi une lutte plus fondamentale à mener contre ce système économique-là. Oui, bien sûr, cette situation particulière, ce n'est qu'un aspect, vous voulez dire, d'un système global. Mais j'entends ce que vous dites, dans le sens, la question, elle n'est pas individuelle en soi, entre donner un pourboire ou ne rien faire. Il faut aller en manif avec les livreurs, mais j'ai le sentiment que dans la société dans laquelle on vit, du coup, on pourrait tous passer nos journées en manif. Mais
je pense que derrière, quand même, la question de comment on fait pour vivre, en fait, dans ce monde. C'est ça, en fait, la question qui est derrière et qui est posée, qui est peut-être un peu abstraite, mais selon moi, c'est cette question à laquelle on est ramené des dizaines de fois par jour, en fait, quand on essaye un peu de vivre en n'ajoutant pas au malheur du monde, même sans vouloir faire la révolution, juste en se disant, je vais essayer, moi, ma personne, de ne pas ajouter au malheur du monde, et déjà, on se rend compte que c'est presque impossible, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Gurvan, peut-être? Ouais, je pense que effectivement, c'est des choses qui sont. Il y a beaucoup d'injonctions, mais il y a une chose qui est importante au-delà d'aller en manif, etc. C'est tout simplement de prendre conscience déjà, parce qu'en fait, ces entreprises travaillent de manière à ce qu'on oublie. Par exemple, je prends un exemple tout simple. Vous regardez le foot aujourd'hui. Il y a plein de personnes qui regardent le foot. C'est le sport le plus populaire de France. C'est Ligue 1 Uber Eats. Donc Ligue 1 Uber Eats, Ligue 1 Uber Eats. Et puis vous associez le plaisir du foot au plaisir de commander. Et en fait, on oublie que derrière, ce sont des êtres humains. On oublie que ce sont des plateformes qui ne payent pas leur impôt en France, qui utilisent un statut qui est difficile. Et donc, rien que de prendre conscience, déjà, c'est très important avant d'aller en manifestation. Et de faire... moi, je ne vais pas dire aux gens... Souvent, quand je fais des articles, on me dit est-ce qu'il faut boycotter, etc. Moi, je dis faites ce que vous voulez, mais faites-le en âme et conscience. Ayez conscience de ce que vous mangez, de où ça vient, comment ça a été produit, par qui ça a été livré. Et déjà, c'est un bon début. Ouais, un concept que vous mobilisez, dont vous avez parlé au début, c'est le concept d'économie de la flemme. Et il y a une forme de capitalisme infantilisant, j'ai l'impression, où à la fin, on aura une application pour se moucher, une application pour lasser ses lacets, une application pour, pour aller se coucher. Enfin, on est en train de nous, de nous désautonomiser presque. Il y a une application pour tout et en fait, je le dis d'autant plus que de base, quand j'étais enfant, j'avais un tempérament plutôt flemmard. Vous voyez, Alexandre le Bienheureux qui a des fils et qui tire sur tout, je me voyais un peu comme ça. Et quand les applications sont arrivées, moi, ça m'allait bien en fait, quelque part. Amazon, tout ça, 1 heure dans ta boîte aux lettres, c'était super. Et en fait, il faut aussi se rendre compte qu'on est en train d'être nous-mêmes grignotés par ces applications qui veulent une chose, c'est qu'on reste sur notre canapé et qu'on consomme tout et n'importe quoi. La question qu'on se pose derrière, c'est est-ce que c'est le fait de se faire livrer en soi qui est entre guillemets mauvais? Et si les livreurs étaient traités correctement, est-ce que ce serait un problème? Par exemple, si vous avez un contrat de travail, soit un modèle hybride que vous avez expliqué, est-ce que ce serait mauvais déjà en soi? Est-ce que ça pourrait déjà être une première avancée? Oui, pour moi, c'est une première avancée. Déjà, évidemment, on souhaiterait tous vivre dans une société complètement différente, bien entendu. Bon, mais on sait très bien que ça ne va pas se faire en une fois. C'est bien vrai. Bon, donc, déjà, avoir une attitude qui permet de combattre les inégalités, de faire que les gens travaillent et vivent dignement, si je peux dire, c'est un progrès. Bon, alors après, ça varie suivant les individus. On peut avoir des aspirations qui vont au-delà. Moi, mes aspirations, elles vont au-delà. Bon, elles sont partagées, elles ne sont pas partagées, j'essaye de les faire partager. Bon, mais par exemple, sur ces questions de livraison à domicile, machin, etc., et sur les plateformes en général, il y a toute une série de modèles alternatifs qui sont déjà en place. J'imagine que vous avez tous entendu parler de Coop Cycle ou Coop Cycle. Bon, c'est une coopérative qui a conçu un logiciel complètement différent, qui permet aux livreurs d'être autonomes, un point auquel j'imagine vous allez être sensible. Ça veut dire que c'est eux qui choisissent leurs courses, qui les répartissent entre eux, donc qui organisent leur journée de travail. Bon, et ce logiciel, il est donné gratuitement à ceux qui veulent s'en servir, à une seule condition, c'est que les entités qui s'en servent pratiquent des conditions de droit du travail qui soient respectables. Donc, je veux dire, il y a à la fois lutter d'une certaine manière, en tout cas aider par tous les moyens possibles ceux qui sont dans ces situations d'infériorisation à pouvoir redresser la tête, et puis il y a la recherche de modèles alternatifs. Enfin, bon, moi, je travaille depuis 15 ans sur la question des communs. On va y venir. Dans le domaine des plateformes alternatives, ce que nous, on appelle les plateformes en commun, ça pullule. Alors, pour le moment, c'est encore des petites entités. Il y a un problème de changement d'échelle. Mais je veux dire, on peut aider à ce changement d'échelle. Juste pour terminer sur on va dire les modèles un peu moins pires. Dans votre livre, Gurvan Kristana Jaya, vous évoquez l'exemple aussi de Just Eat, où les livreurs sont en CDI.
Oui, après, il y a CDI et CDI, c'est un bon départ, mais si c'est un CDI qui est sous-traité dans une boîte qui elle-même sous-traite, ce qu'on peut constater chez Amazon par exemple, où ils arrivent dans une ville et ils disent on va faire 1000 emplois, et en fait on se rend compte que ces 1000 emplois qui sont sous-traités à 2-3 échelons. On parlait du capitalisme moderne, il crée ça aussi des couches de sous-traitance. Il faut faire attention, je pense qu'un CDI c'est un bon départ, parce que effectivement il y a protection sociale quand il y a un accident, congé maladie, etc. Mais il faut aussi avoir des garanties derrière, que ce soit des CDI entre guillemets propres. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous pensez vous faire embaucher par Just Eat, mais vous êtes embauché par une autre entreprise à qui est sous-traitée la gestion des livraisons. Oui, il y a des cas qui existent déjà. Par exemple, en Suisse, Uber Eats a été contrainte de salarier ses livreurs, et en fait, elles l'ont fait via des entreprises tierces. Donc, elles ont fait des appels d'offres qui ont été remportés par des géants de la livraison, qui elles-mêmes ont sous-traité à des petites boîtes qui se formaient, etc. Donc en fait, vous allez dans les locaux Uber Eats, mais vous n'êtes pas embauché à proprement parler par Uber Eats. Et vous êtes aussi immergé dans une entreprise qui s'appelle CoWash, qui se présente comme une façon de mettre en relation des voisins pour des missions d'entraide. Et la réalité, elle était bien différente, elle était même sacrément accablante. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette expérience ? En fait, dans le bouquin, j'avais une intuition, c'est qu'après les métiers de la livraison et de VTC, c'était les petits boulots qui allaient être ubérisés. Donc, je suis allé tester une entreprise qui s'appelle CoWash, effectivement, qui ubérise les pressings. En fait, c'est assez simple. Je vais chez quelqu'un, il y a une plateforme qui me met en relation, je vais chez quelqu'un, je ramasse son linge, je le lave chez moi, je lui ramène plié. Et en fait, il se trouve que c'était fait sans statut, aucun. Pas d'auto-entrepreneuriat, parce qu'en fait c'était sous la collaboration. Voilà, donc on est un voisin aidant qui va aider pour le plaisir, faire voilà. la lessive de ses voisins, quoi. Et c'est assez, il faut se rendre compte, c'est assez dégradant finalement de laver Moi j'ai lavé les caleçons, une quinzaine de caleçons de quelqu'un que je connaissais pas dans ma machine à laver, et en fait j'avais une tellement grosse lessive que j'ai pas pu le faire, j'ai dû aller au pressing en partie, et j'ai dû aller à la laverie pour gagner au final. Ce que vous racontez, oui, c'est que ça vous prend 3 jours. Ça me prend 3 jours, ouais. Entre le plier, repasser, aller au pressing, attendre devant les sèche-linges, etc. Et au final, vous calculez, ça vous fait une rémunération horaire de 2 euros. 2 euros, ouais, sans statut. Et puis, on devait envoyer une photo, comme souvent dans ces applis, pour dire le boulot est bien fait ou pas fait. Et je reçois un coup de fil qui me dit c'était mal fait, c'était mal plié. Et tout d'un coup, en fait, on n'est plus le voisin aidant, mais on est quelqu'un qui doit faire une prestation de service pour une autre personne. Alors qu'on parle de renverser le capitalisme, je suis contrainte de vous interrompre pour une petite minute de promo, et on se retrouve juste après. Alors, vous expliquez, Gurvan Krishnadjaya, que la critique des plateformes, finalement, elle est difficilement audible, elle est même difficilement concevable, car elle interroge l'idée qu'on se fait du progrès dans nos sociétés. Vous écrivez « Refuser le monde des plateformes serait adopter une position passéiste. L'accepter en l'état serait se plier au capitalisme galopant. Entre les deux, pour l'instant, il n'y a que du vide. » Et donc c'est justement ce vide sur lequel on a décidé de plancher aujourd'hui. Margot Verdier, vous êtes sociologue et vous assumez vos convictions politiques. Vous vous définissez comme anarchiste et vous avez vécu 4 mois au sein de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, sur laquelle vous avez écrit votre thèse. Vous avez travaillé sur la question des communs dont on parlait à l'instant. C'est le thème aussi de votre dernier livre, Le commun de l'autonomie, une sociologie anarchiste de Notre-Dame-des-Landes. Margot Verdier, est-ce que vous aussi vous sentez ce vide sur lequel a écrit Gurvan Krishnadjaya ? Je pense que Gurvan, il parlait en fait du débat public en fait, dans lequel apparaissent assez peu certaines mobilisations, notamment les mobilisations révolutionnaires qui ont assez peu de place en fait, sont peu diffusées par les médias parce que précisément le discours qu'elles portent, il est considéré comme trop radical. Alors je précise que radical, ça veut dire revenir à la racine du problème.
Mais justement, il apporte une critique du capitalisme qui peut être difficilement audible parce qu'elle implique de remettre en question assez profondément toutes nos façons de vivre et de s'organiser, quoi. C'est très intéressant, toutes ces questions de représentation, de comment on représente les personnes qui essayent de vivre autrement. Nous, c'est ce qui nous intéressait. Le lien qu'on a fait entre les plateformes, on va dire, et la ZAD, c'était cette idée de comment vivre en accord avec ses convictions. Et la question que je me suis posée, c'est de se dire, est-ce qu'en fait, on peut vivre à l'intérieur de la société, d'une ville? Est-ce que finalement, la seule façon de vivre en accord avec ses convictions, c'est pas d'être totalement radical et de tout plaquer, quoi, le monde, le capitalisme, et d'aller vivre dans une ZAD ou ailleurs, dans un endroit en autogestion, quoi. C'est les questions sur lesquelles sur lesquelles j'ai hâte d'entendre votre avis. Mais je me demandais d'abord, Monsieur Coryat, si ce vide dont parlait Monsieur Christian Adjaye, c'est quelque chose que vous aussi vous avez ressenti, ou est-ce que non, ce vide n'existe pas, c'est juste qu'on refuse de voir qu'il y a d'autres façons de faire? Non, moi je pense qu'on n'est pas du tout dans le vide. Je pense qu'on n'est pas du tout dans le vide. On est parfaitement dominé. Alors ça, il n'y a aucune discussion là-dessus, je veux dire. Mais si on s'en donne la peine, et c'est vrai que avoir la conscience, ce que vous disiez, de tout ce qui se trame, de la réalité de ce qu'il y a derrière Deliveroo, de la réalité de ce qu'il y a derrière Cowork, c'est le commencement, si je peux dire, pour commencer à faire autre chose. Bon, mais moi, je suis plutôt frappé, moi je le dis exactement comme je le pense, par l'extraordinaire vitalité, j'ai envie de dire, du mouvement des communs, c'est-à-dire de ceux qui cherchent à faire autrement. Alors venons-y. Qu'est-ce que c'est le mouvement des communs? Alors j'y viens. Allons-y. Alors c'est pour reprendre le cas des plateformes, mais ensuite, je pense que la ZAD de Notre-Dame-des-Landes est un commun. Par certains aspects. On va y venir tout à l'heure. Mais on va y venir tout à l'heure. En tout cas, elle a des dimensions de commun. Je reste dans le cas des plateformes, puisque on est là-dessus. D'un côté, vous avez Blablacar, ou vous avez Uber, mais de l'autre côté, vous avez Mobicoop. Bien, Mobicoop, allez-y. Cliquez sur Mobicoop et vous allez voir. C'est un service de covoiturage qui met en relation les gens de manière absolument gratuite, sur une plateforme gratuite. Les gens de Mobicoop ne prélèvent pas un sou, bien. Et l'objectif n'est pas d'abord le covoiturage, l'objectif c'est d'aller vers une économie plus verte, précisément en permettant que les voitures soient mieux occupées, et plus tard, ça sera des contraintes sur les voitures elles-mêmes, vous voyez. Donc voilà, ça c'est un exemple. Deuxième exemple, Oiseau de passage. Cliquez, allez voir Oiseau de passage. Bien. Donc, Oiseau de passage, c'est quoi? C'est joli en tout cas. C'est joli comme nous en tout cas. C'est très joli. C'est l'anti-Airbnb. Ça veut dire que c'est de l'hospitalité. Okay. Pour ça que ça s'appelle Oiseau de passage. Que dans des fermes ou en ville, mais qui est assorti du fait que, c'est pareil, là aussi on vous met en contact, c'est assorti d'un certain nombre de services qui peuvent être des services de découverte culturelle, historique, urbanistique, et qui font vivre, du coup, un ensemble de commerçants qui sont souvent d'ailleurs des associations, des coopératives, etc. Je veux pas rentrer dans les détails. Mais du coup, qu'est-ce que vous disiez, ça fait 15 ans que vous travaillez sur la théorie des communs. Qu'est-ce que c'est, en quelques mots, pour nous qui ne sommes pas forcément des économistes, la théorie des communs, ce combat que vous menez? C'est très simple. Les communs, c'est 3 choses. C'est une ressource dont on dispose ou que l'on crée, comme par exemple du covoiturage ou comme par exemple de l'hospitalité, voilà, donc, qui est partagée par un certain nombre de gens qui ont des droits et des obligations vis-à-vis de cette ressource. Et l'idée des obligations, c'est assurer sa préservation, assurer son usage écologique, assurer son usage éthique. Donc, c'est un ensemble de règles autour de l'usage de cette ressource. Et c'est, j'insiste sur ce point, troisièmement, une structure de gouvernance, par exemple, l'équipe qui pilote Mobicoop, l'équipe qui pilote Oiseau de passage, etc., de manière à ce que ces droits et ces obligations soient respectés. Donc, c'est une autre façon, ça peut être une autre façon d'organiser le travail, si j'ai bien compris. Bien entendu. Là, j'ai cité 3 cas. Coop Cycle,
Mobicoop, Oiseaux de passage, je pourrais en citer des dizaines. Il y a un modèle économique derrière. C'est pas un truc qui est basé sur la gratuité, le don, et puis ensuite on va aller gagner sa vie en jouant à la bourse. Non, pas du tout. C'est un modèle économique qui permet aux gens de vivre. Bon, alors on n'en est qu'au début, d'une certaine manière. Mais moi, je suis très frappé. Moi, j'en découvre tous les jours. C'est pas compliqué. J'en découvre tous les jours. Alors, c'est vrai que on est friands. On veut bien d'autres exemples. Nous qui cherchons justement à être de meilleures personnes. Écoutez, Oiseaux de passage, Mobicoop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, vous allez. Je prends des notes. Alors, on va gagner beaucoup de temps. Vous tapez, Alors, tapas, qu'est-ce que tapas, voilà. Comme les tapas. Tapas comme les tapas, et ça veut dire there are platforms as alternatives. Il y a des plateformes alternatives. Vous voyez ? Et c'est un programme de recherche qui est dirigé par une de mes collègues, auquel j'ai largement participé, dans laquelle il y a 15 communs de ce type. Ok. D'accord ? Et puis vous tapez encommun.com, en un seul mot, en commun avec S, qui est le programme que je dirige, dans lequel il y a 39 working papers, dans lequel il y a à chaque fois plusieurs exemples de communs présentés. Bon, alors maintenant, si vous voulez, je peux vous en donner d'autres. Comment ça s'appelle ? Non, mais on a une ressource maintenant, on sait où aller chercher. Voilà, déjà. On a progressé. Non, mais c'est important. J'y reviendrai tout à l'heure. Comment ça s'appelle là, ce sel juste un sel de qualité. Le sel de Guérande ? Le sel de Guérande, c'est un commun, Guérande. Personne ne sait ça. Je vous explique. Oui. Les marais de Guérande, au départ, ils étaient en déshérence et on voulait bétonner. C'est un peu l'histoire de Notre-Dame-des-Landes, en tout cas par certains aspects. Bien, des gens du pays ont dit non, on va pas bétonner. Nous, on va les refaire. Les marais de Guérande. Il y a eu des discussions un peu complexes avec les autorités. Finalement, ils les ont autorisés à refaire. Donc, ils ont reconstruit le marais salant de Guérande. Et sur cette base, ils ont alloué, ceux qui avaient reconstruit, ils ont alloué des parcelles à des marailleurs, etc. Et ils se sont mis à produire ce sel. Ce sel, soit il est vendu individuellement, etc., mais ils sont allés plus loin. Pour la plupart d'entre eux, ils se sont mis en coopérative pour traiter le sel, puis pour vendre le sel. Ensuite, pour le distribuer. Maintenant, c'est une marque. Et c'est une marque, le sel de Guérande, comme vous l'avez remarqué, qui est une marque haut de gamme, que je conseille d'ailleurs très vivement. Alors, voilà, simplement pour dire que ici, on a un cas, dans lequel, à partir d'un commun, un modèle économique a été construit qui fait vivre des dizaines, voire si on tient compte des circuits de distribution, de la marque, etc., vraiment plus que des dizaines de personnes, et ça marche. Et en plus... Oui, on nous fait croire. On a tendance à entendre qu'on est obligé de maltraiter les gens pour que les choses soient rentables, mais en fait, non. Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Je veux dire, moi, c'est le cœur de mon activité, c'est de travailler sur les modèles économiques qui rendent viables, à long terme, toutes ces formes alternatives. Et il en existe une grande quantité. Si je peux me permettre, on parle de rentabilité, les plateformes sont même pas rentables. Mais c'est donc vrai, en fait, on maltraite des gens pour rien. Est-ce que finalement le sort de ces travailleurs de ces plateformes, c'est celui qui nous attend tous demain, dans un futur possible ? Je vous pose la question à tous les trois. Est-ce qu'à votre avis, dans peut-être 5 ans, dans 10 ans, nous aussi on sera rémunérés au pourboire à la fin de cette interview par les auditeurs ou de vous à moi ou de moi à vous ? Est-ce que c'est possible que ça se développe à tous les corps de métier ? Je pense que c'est déjà le cas. Alors pas forcément exactement sous cette modalité-là d'être payé comme ça, mais par exemple dans les services publics, moi je peux parler de l'université. Bon, l'université, c'est un métier privilégié quand on a le statut de fonctionnaire. Mais l'université, elle fonctionne sur ce qu'on appelle les précaires de l'ESR, c'est-à-dire notamment sur les vacataires qui représentent peut-être 2/3 dans certaines universités des enseignants. Et les vacataires, en fait, il y a la même chose à l'hôpital et tout, à chaque fois sous des modalités particulières. Les vacataires, c'est des personnes qui doivent avoir un emploi salarié de 21 heures par semaine,
ou être patron d'entreprise, ou justifier être auto-entrepreneur et justifier qu'ils arrivent à en vivre depuis 3 ans. Et en fait, les cours qu'ils donnent à la fac, qui demandent plusieurs jours de préparation pour chaque heure de cours, ils sont rémunérés uniquement sur l'heure de cours en présence. L'université ne cotise ni au chômage, ni à l'assurance maladie, ni à rien. Et le paiement s'effectue dans la plupart des universités à la fin du semestre. Ah oui. Et en fait, ça, c'est le modèle général. En fait, la plupart des enseignants d'université sont vacataires. Après, il y a un statut intermédiaire, later, donc c'est un CDD d'1 an qui est renouvelable 1 fois, 2 fois si on a la grègue, qui là est un salariat sur 1 an, mais qu'on a le droit de faire qu'une seule fois dans sa vie. Moi, ce que je trouve intéressant aussi dans ce que vous disiez, Monsieur Corriat, c'est de développer une alternative entre ces statuts extrêmement précaires où on a droit à rien et le CDI où on a le droit à tout. Moi aussi, par exemple, je suis une travailleuse indépendante, entre guillemets. Il y a des contraintes, il y a de la précarité, etc. Mais j'apprécie aussi gérer mon temps et gérer ma vie, etc. Mais j'ai l'impression qu'une grande partie du débat de gauche aujourd'hui, ce serait de créer ou d'encadrer ces nouveaux statuts. Absolument. Bon, d'abord, premier point par rapport à la question que vous posiez initialement. Oui, on est en danger de voir ce modèle s'insérer, le modèle de l'ultra-précarité, s'insérer partout. Oui, absolument. Comment dire, maintenant, il y a du conseil juridique en ligne, où les gens qui sont de l'autre côté se rémunèrent à la prestation. Enfin bon, je veux dire, même des métiers dont on pensait qu'ils étaient assis sur un savoir, sur de la relation personnelle continue, etc., on les voit voler en éclats et être émiettés. Donc, ce danger, oui, il existe. Bon. Deuxièmement, est-ce qu'on peut faire autrement ? Et surtout, c'est la grande question que vous posez. Moi, bien entendu, je suis un défenseur du CDI, etc., etc. Mais je suis aussi, et c'est pour ça que je suis sensible à votre question, un grand défenseur de comment faire en sorte de préserver l'autonomie des gens dans le travail. Bien. Et c'est vrai que là, on a une contradiction extrêmement grande, parce que pour le moment, si je peux dire, l'autonomie se paye du fait que vous échappez à leur relation de subordination, c'est-à-dire au salariat. Pour le moment, la sécurité, entre guillemets, relative à travers les CDI, c'est rentrer dans la relation de subordination. Oui, c'est ça. Pour le moment. Voilà. Ouais. Donc, c'est ça, je voudrais juste finir, c'est ça que permettent les communs, c'est de construire, parce que c'est ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est implicite, ce qu'il y a dans les communs, c'est une forme d'auto-organisation. Donc, il y a des systèmes de droits et d'obligations, mais qui sont élaborés par ce que nous on appelle les commoners, c'est-à-dire les participants du commun. Et donc là, il y a possibilité d'introduire des relations qui ne sont pas des relations de subordination, et en plus des relations de subordination qui, dans le droit du travail, sont garanties comme telles. Oui, tout à fait. Bon, voilà. Margot Verdi, vous voulez ajouter quelque chose ? Voilà. Oui, parce que c'est pour dire que ce que permettent les communs, c'est éventuellement, de commencer une autre façon de faire. Oui, je pense que en fait toute cette mobilité dans le travail et notamment l'ubérisation du travail, c'est souvent présenté comme un moyen d'être plus souple, de pouvoir aménager son temps et de gagner en autonomie. Mais en fait, c'est une aliénation encore pire que le salariat, où on avait gagné des droits, où le mouvement ouvrier notamment avait gagné certains droits du travail. Après, c'est aussi une discussion, la question du droit du travail, mais parce que en fait, quand on est précaire, on est tenu par cette précarité. Par exemple, à l'université, typiquement, il y a plein de gens qui se posent la question de savoir s'ils peuvent dire ce qu'ils ont envie de dire, travailler sur les sujets sur lesquels ils ont envie de travailler, parce que c'est tellement difficile en fait d'avoir un poste stable, c'est tellement compliqué, il y a tellement d'heures de travail pour des salaires une fois extrêmement faibles, et puis on est toujours tenu à retrouver du travail l'année d'après, à recandidater systématiquement, etc., que du coup, ça bride aussi la liberté intellectuelle. Et en fait, ça, c'est pareil dans tous les métiers. D'ailleurs, c'est une critique plus fondamentale du capitalisme, c'est que c'est un système qui repose sur la dépendance, en fait.
Alors à la base, c'était la critique que Marx opposait au salariat, c'est que en s'appropriant les moyens de production, les propriétaires ont enlevé les moyens d'autonomie aux ouvriers, aux artisans, aux paysans, etc., qui n'avaient plus d'autre choix pour pouvoir se loger, se nourrir, etc., que d'accepter des conditions de travail qu'on leur imposait pour pouvoir gagner un salaire qui, du coup, leur permettait d'acheter ce dont ils avaient besoin. Alors que ces gens-là, avant la révolution industrielle, ils étaient paysans, ils avaient accès aussi aux communaux. Bon, ça, c'est une plus longue histoire encore, mais ils avaient accès à des terres ou à des artisanats qui leur permettaient en fait d'avoir une certaine autonomie, quoi. Vous voulez dire quelque chose? Oui, Gurvan, sur le oui. tous ubérisé, Oui. et je voulais quand même mettre une nuance, c'est que je trouve que notre époque a aussi beaucoup incarné... c'est la question qui est un peu latente. Et mine de rien, en fait, l'ubérisation fonctionne aussi sur la communication, c'est-à-dire et le marketing. C'est-à-dire que, en fait, je pense que peut-être qu'on sera pas, contrairement à vous, moi j'ai le sentiment qu'on sera peut-être pas tous ubérisés, mais en tout cas que les entreprises savent de mieux en mieux vendre. Et la Startup Nation a incarné ça aussi, c'est cette manière de mettre une surcouche sur quelque chose qui existe déjà pour mieux vendre, etc. Et je pense que ça, c'est très dangereux et c'est ce vers quoi on va et ce qui crée encore une dimension supplémentaire à l'ubérisation. Mais la précarité existait déjà bien avant Internet et ce qu'on connaît aujourd'hui. Oui, bien sûr. Moi, je me sens, comment dire, un peu comme une bourgeoise ubérisée, dans le sens où moi, je suis travailleuse indépendante aussi, mais je me suis rendu compte à quel point c'était dangereux comme statut. Un jour, j'ai eu un décès dans ma famille. C'était impossible pour moi de travailler pendant un mois et demi. Pas d'arrêt de travail, rien. Si j'avais pas eu de solidarité familiale, j'aurais pas pu payer mon loyer. Vous voyez, c'est des questions qu'on est tous amenés à se poser. Je pense et c'est là où on se rend compte à quel point la solidarité familiale et donc fait la différence, quoi. Mais je me suis éloignée pour vous partager ce petit instant de ma vie. Je veux bien ajouter quelque chose. Allez-y, Margot Verdier. Par rapport aussi à quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Pardon, j'ai tendance à tutoyer. Pas de souci. Je crois que cette question de la solidarité, ça répond aussi à une question que tu as posée au début, où tu disais c'est pas forcément évident en fait de s'engager, d'aller manifester tous les week-ends, etc. En fait, je crois que manifester, c'est participer à un événement. Mais en fait, se mobiliser et lutter, c'est s'inscrire dans des solidarités plus larges et qui sont quotidiennes, en fait, et qui ne demandent pas que tout le monde... y a des gens qui font ce choix-là ou qui, d'ailleurs, le font parfois parce qu'ils n'ont pas le choix aussi. C'est pas... L'engagement dépend aussi de la vie qu'on a. Quand on n'a pas de quoi payer son loyer, squatter, par exemple, ça peut être une solution de nécessité. Alors que pour certaines personnes qui ont les moyens, ça va plus être un choix. Mais ce que je voulais dire, c'est que en fait, lutter, c'est s'inscrire dans une mobilisation plus large. Et ça, c'est Amel Bentoussi qui avait dit ça une fois dans une AG. Ça m'avait beaucoup marqué. C'est aussi s'inscrire dans la durée. Et pour pouvoir lutter au quotidien et s'inscrire dans la durée en fonction de ce qu'on peut faire, il faut créer des solidarités en fait avec les gens. On peut avoir déjà pour certains la chance d'avoir des solidarités familiales et amicales, mais c'est aussi ça qu'amène la mobilisation. Et ça, tout le monde en témoigne, que ce soit les gilets jaunes, les gens qui ont vécu l'expérience de la ZAD, etc. C'est que tout d'un coup, on se retrouve. On gagne énormément de force en fait et on ouvre énormément de possibilités parce qu'on trouve des gens avec qui organiser cette mobilisation et aussi aménager sa propre vie. Oui. Recevoir de l'aide, donner de l'aide, de la main à la main, oui. Oui, peut-être qu'avant de se poser la question de Deliveroo, être de gauche, ça veut déjà pouvoir dire proposer de l'argent à un ami qui est en galère de thunes, si on en a. Enfin, c'est peut-être aussi simple que ça, en fait. Ouais, ou organiser une cantine solidaire. Ou organiser une cantine solidaire, ou faire une cagnotte, parce que du coup, on ne sait pas s'il est pas... Ah là là, c'est compliqué. Bref, on arrive là exactement aux questions qui, je pense, sont fondamentales, sont celles du fond du débat. C'est comment on vit dans cette société quand on a des convictions. Et comme je disais un peu plus tôt, c'est pour ça qu'on avait voulu parler avec vous, Margot Verdier. Est-ce que vous avez fait le choix donc de partir en ZAD, alors aussi pour faire que ce soit votre objet d'étude, mais aussi par conviction, si j'ai bien compris. Et en ZAD, à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ils ont aussi aboli, si je ne dis pas de bêtises, le principe de démocratie représentative. Comment ça se passe du coup là-bas ? Alors déjà, pour préciser, je me suis jamais installée à la ZAD, donc je fais quand même une dissociation entre les occupants et moi qui suis un soutien du mouvement. Parce que j'y ai passé plusieurs mois, donc ces 4 mois-là, c'était en 2013-2014, et puis après, j'y suis revenue régulièrement jusqu'à la fin.
Alors, c'est une question très complexe que je vais pas pouvoir complètement défricher. Oui, alors en fait, bon déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi j'ai travaillé sur le mouvement d'occupation, c'est-à-dire sur c'est toutes ces personnes qui après l'appel d'un collectif qui s'est créé en 2007 et qui à partir de 2009 a lancé des appels à migration. Donc ce collectif, il n'existe plus, mais il s'appelait Les Habitantes qui résistent. Et qui voulaient inscrire la lutte dans une démarche révolutionnaire parce qu'ils estimaient que l'approche légaliste de la mobilisation allait pas permettre en fait d'empêcher les travaux de l'aéroport. Et du coup, ils voulaient développer une démarche d'action directe, donc l'occupation illégale, pour bloquer physiquement les travaux et ouvrir donc une grande zone d'autonomie qui devait fonctionner sur une logique anticapitaliste et anti-autoritaire. Alors du coup, c'est cet aspect anti-autoritaire où réside la critique Alors moi, je parle de critique radicale de la représentation. En fait, le système représentatif, il est considéré comme ayant toujours été en crise. On parle de crise structurelle du système représentatif. Parce que, alors au début, c'était le suffrage censitaire, c'est-à-dire que seules les personnes qui avaient assez d'argent pour payer un impôt sur la fortune, le cens, étaient considérées comme suffisamment éduquées pour pouvoir participer aux élections et voter, etc. Puis après 1848, oui, il me semble, et le suffrage universel. On se rend compte que, ok, maintenant tout le monde peut voter, mais en fait, les personnes qui sont élues, elles représentent pas, notamment les classes populaires. En fait, la question, c'est est-ce que c'est possible d'être représenté ? La question de la malreprésentation, c'est l'idée. Alors là, il y a deux critiques en fait de la représentation. Il y a celle de la malreprésentation, c'est cette idée que il faudrait qu'on change les personnes qui sont élues pour qu'elles représentent les intérêts, soit des classes populaires, soit des femmes, des minorités de genre, des personnes racisées, etc. Mais ça a été très vite, ça a tout de suite fait débat en fait dans les milieux socialistes au XIXe siècle parce que en face de ça, il y a ce que j'appelle la critique radicale de la représentation. En fait, pour essayer de synthétiser, c'est l'idée qu'en fait c'est impossible, que même si, par exemple, les partis ouvriers qui ont été créés à la fin du 19e siècle pour représenter les classes populaires, on s'est rendu compte que les personnes, même si elles venaient du milieu ouvrier, les personnes qui étaient élues, ça devenait des techniciens en fait du parti, que le parti développait des buts qui n'avaient plus grand-chose à voir avec les intérêts vécus quotidiens des gens, et que les élus s'embourgeoisaient en fait. Et du coup, comment ça s'est passé, vous, même si vous étiez seulement un soutien, et pas une occupante à 100%, votre expérience d'une vie sans démocratie représentative, comment ça s'est passé en quelques mots ? Parce que c'est pas le cœur de notre sujet, mais j'ai quand même la curiosité de savoir. Alors en fait, déjà la plupart des choses, elles sont discutées de manière informelle. D'accord. Ça veut dire directement dans l'activité. Par exemple, on est en train on va se lancer on va mettre un champ en permaculture. Et toutes les personnes qui participent à l'activité vont discuter de comment faire ensemble sur le moment. Donc il y a une organisation. La majorité de l'organisation à la ZAD, elle est faite de manière directe, spontanée, à travers l'activité en fait. À ça s'ajoutent des procédures. En fait. C'est une grosse question, c'est un peu tout le sujet du bouquin. Mais en gros, le but pour les occupants, c'était d'empêcher l'émergence de deux choses. C'est les relations d'obligation économique qui créent des dépendances entre les gens, qui les empêchent en fait d'avoir une autonomie morale et intellectuelle, parce qu'ils seraient dépendants, comme je l'ai expliqué un peu tout à l'heure, par exemple d'un salaire ou des contraintes que les autres leur imposeraient. Et puis la coercition institutionnelle. Donc c'est pour ça que vous me dites si je me perds et je recommencerai, parce que c'est pas forcément facile à synthétiser. Bien sûr. C'est pour ça que la ZAD, c'est pas vraiment, à la base, c'est pas une histoire de commun, en fait. C'est quelque chose, le paradigme des communs, la manière dont on se remémore cette ZAD comme l'exemple d'un autogouvernement des communs, c'est une mémoire qui s'est imposée à la fin de l'expérience. Mais en fait, pendant toute la durée de l'occupation, il y avait en débat une tendance qui défendait ça et une tendance qui défendait plutôt un rejet en fait des communs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des choses partagées. Au contraire, pratiquement tout était partagé. Mais simplement, ce qu'ils rejetaient, c'était l'existence d'une assemblée en fait qui allait réunir tout le monde et qui allait permettre de gérer les ressources du territoire et d'arbitrer les conflits d'usage. Parce qu'ils considéraient que toute forme en fait de centralisation politique pouvait créer une forme d'autorité. Dans la vie de tous les jours, ça se traduisait par beaucoup de conversations informelles, de décisions prises avec les gens qui sont là, et ceux qui sont pas là sont mis au courant par les canaux informels, etc. C'est beaucoup de
pour s'imaginer, se représenter. Moi, j'ai jamais mis les pieds dans une ZAD. Ouais, je vais essayer. Et que ça veut dire beaucoup de... Est-ce que vous, en votre âme et conscience, même pas de sociologue, dans le fond de votre âme, vous avez le sentiment que au sein de cette ZAD, vous avez réussi à vivre une vie ou être témoin d'une vie hors des rapports de domination? Ou est-ce que ça reste quand même imparfait? Ou est-ce que c'est mieux que le reste? Ou est-ce que finalement vous vous êtes dit c'est tellement difficile? Est-ce que vous avez pu toucher du doigt une vie hors des rapports de domination? Alors, oui et non. Oui, dans le sens où l'organisation économique et l'organisation politique, les organisations économiques et politiques qui ont été expérimentées par les occupantes, elles ont à peu près rien à voir avec ce qu'on vit dans notre monde. Et clairement, moi, j'ai jamais ressenti une liberté comme celle que j'ai ressentie sur la ZAD. Et ça, tous les occupants en témoignent dans les entretiens que j'ai faits avec eux. C'est un sentiment... d'ailleurs, ils en parlent souvent comme un sentiment de bonheur. C'est quelque chose d'assez incroyable. Pour autant, c'est pas parce qu'on met un pied sur la ZAD qu'on a déconstruit tous nos schémas, que son âme devient pure, que aussi, on vient tous avec des bagages et en fait. À la ZAD, alors moi je parle pas de reproduction d'inégalités parce que cette idée de reproduction, elle voudrait dire que le système qu'ils ont mis en place, il générerait automatiquement des inégalités. Ça, moi je pense que c'est pas le cas. Je pense que c'est un système extrêmement égalitaire qu'ils ont mis en place. Cependant, il y a une persistance d'inégalité. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai fait 10 ans d'études. Bon, à l'époque, pas encore, mais j'ai fait 10 ans d'études. Je viens de la classe moyenne. J'ai de la famille qui peut m'aider derrière. Donc, ça veut dire que je peux avoir accès, à un permis de conduire, à une voiture. J'ai des contacts parce que je suis déjà dans les milieux militants depuis plusieurs années, etc. Donc, j'ai pas du tout les mêmes ressources de départ que quelqu'un qui a vécu à la rue, qui n'a pas de famille derrière, qui n'a pas fait d'études, etc. Et donc, ça a été un des gros enjeux de la ZAD. C'est que en dehors des débats idéologiques, etc., cette persistance des inégalités qui viennent du monde extérieur, elle a posé beaucoup de problèmes parce que il a fallu les penser déjà et il y a eu du coup des inégalités qui sont reproduites dans le sens où, par exemple, il y a des gens qui ont pu mettre en place plein de moyens d'autonomie. Ils ont pu construire plein de choses parce qu'en fait, ils avaient accès à plein de ressources. Plein de matériel. Ils avaient accès à plein de ressources, alors que pour d'autres, c'était plus difficile. Bien sûr. Ouais. Merci beaucoup, c'est intéressant en tout cas d'avoir un aperçu au-delà des clichés qu'on peut avoir de ce que c'est la vie dans ce type d'endroit. J'aimerais citer un zadiste que vous-même avez cité dans votre livre, donc ça fait une double citation. J'aime bien ce qu'il dit, ça remet les idées en place. Je pense que ça va vous plaire aussi, Monsieur Coryat. Il dit « Si tu veux être honnête avec toi-même, tu peux pas rester à regarder le monde sans rien faire, à pointer les problèmes du doigt. Tant que tu n'agis pas pour ce qui est problématique dans ton monde, tu ne te respectes pas. » Est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur Coryat ? Oui, moi je veux pas me poser en donneur de leçons, hein, donc... Voilà, mais bon, je pense qu'il se parlait à lui-même, puisque mais voilà, c'était plus pour expliquer son engagement personnel. On comprend. Voilà, c'est ça. Ouais. Moi, pour ce qui me concerne, c'est vrai que si je veux pouvoir me regarder dans la glace le matin, il faut que j'ai l'impression que la veille j'ai fait ce que je devais. Voilà, quoi qu'il en coûte. Qu'il en coûte. Alors pas du tout dans le même sens que voilà, mais je veux dire, oui. Donc dans ce sens, je suis en plein accord avec ça. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui prône les actions collectives, mais les actions collectives, elles commencent par des éthiques personnelles. Hein. Et c'est d'ailleurs, il y a une relation entre les deux. C'est l'action collective qui vous donne la force de l'éthique personnelle et du comportement personnel, même dans les situations les plus difficiles. Enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais moi, j'ai eu un certain nombre d'expériences collectives de lutte qui m'ont vraiment éduqué. Et donc, ensuite, quand je me trouve... Ça donne envie d'en savoir un petit peu plus, quand même. Est-ce que, en quelques mots, c'est possible, une expérience de lutte qui vous a éduqué ? Eh bien, oui, je vais vous donner une expérience de lutte qui vous a éduqué, qui m'a éduqué. Quand j'étais jeune, donc, je suis un militant de 68, donc on faisait plein de choses sur le campus et on avait en particulier décidé de faire un truc qu'on appelait campus ouvert au peuple. Bon, donc on a, entre autres choses, on s'est battu pour ouvrir le restaurant universitaire aux ouvriers du chantier. Bien. Parce que le campus était encore en construction. Bien. Donc, il y a eu des luttes assez dures. Finalement, les autorités ont fermé le restaurant universitaire. Et puis, ils l'ont rouvert
en interdisant l'entrée des ouvriers du campus. À ce moment-là, les personnels, en tout cas une partie d'entre eux, se sont mis en grève en disant on ne rouvrira que si les ouvriers du chantier sont autorisés. Ça m'a éduqué, ça, vous voyez. Ouais. Ça m'a éduqué. Ça donne un exemple de ténacité et de lever la tête. Voilà, Ouais. Après on se dit qu'il faut être digne de ça. Gurvan, qu'est-ce que vous pensez des propos de Robin ? Robin, c'est le zadiste qu'on a cité. Si tu n'agis pas pour ce qui est problématique, tu ne te respectes pas. Non, mais c'est vrai. Et, Vous avez agi de toute façon avec votre livre. Hein, ouais. Oui, et en fait, on est tous tiraillés entre. Je pense qu'on est aujourd'hui dans une époque où on est de plus en plus tourné vers nous-mêmes. Et vous le disiez très justement, on est pris par différentes injonctions. Des injonctions qui sont à la fois venues de l'extérieur et venues de nous-mêmes. Être, par exemple, une bonne femme ou un bon homme, quelqu'un en raccord avec l'écologie, avec son époque, etc. Et je pense qu'il faut aussi comprendre ce que ça veut dire agir pour soi-même. Moi, je prends mon exemple personnel. Enfin, je parle pour moi. C'était me rendre compte que j'étais né dans cette génération qui était dans la consommation à 100% et dans le progrès, c'est Internet et c'est formidable, etc. Et finalement, à un moment, ne plus pouvoir effectivement se regarder dans la glace et voir les cartons qui s'amoncellent et se dire c'est pas possible de commander de l'antipuce pour chat et de le recevoir en 1 heure dans ma boîte aux lettres. Et je pense qu'il y a aussi une introspection qui est un peu nécessaire chez chacun d'entre nous pour savoir ce que ça veut dire finalement pour nous et ce sur quoi on va se battre. Moi, peut-être que me battre, ça a été plus pour justement donner une voix à ces personnes qui étaient dans la rue et qui me frappaient aussi parce que c'est des personnes qui ont une couleur de peau qui n'est pas blanche, comme moi par exemple. C'est des personnes qui viennent d'un certain milieu social et voilà. Et donc il faut aussi chercher en chacun de nous, je pense, ce combat-là. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci, Et alors qu'on a à peine eu le temps de faire le tour du sujet, on va devoir, hélas, déjà nous quitter. Mais on voit déjà là dans les rues de Paris des publicités pour des applications pour se faire livrer ses courses en moins de 10 minutes chrono. Donc bon, on n'a pas fini de se prendre la tête, je crois. Et enfin, avant de vous quitter, donc on va répondre. Enfin moi, en tout cas, je vais répondre à la question que je vous ai posée. Deliveroo, donner un pourboire suffit-il à laver sa conscience ? Eh bien, en réalité, je pense que non. Après avoir discuté avec vous, en tout cas, pour moi, mon âme et conscience, vous, nos chers auditeurs, vous vous arrangez avec la vôtre. Et je vous recite les ressources citées par Monsieur Coriat, donc Oiseau de passage, Mobicop et Tapas, pour aller voir si on veut se faire livrer. En commun. Si on veut se faire livrer autrement. Merci beaucoup Margot Verdier, merci Benjamin Coriat, merci Gurvan, Christana Jaya, merci à notre chargé de production Charlotte Bex, merci à notre réalisateur Quentin Bresson. On peut plus rien dire, c'est un podcast de Binge Audio tous les vendredis sur toutes les applis et on a déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine et d'ici là surtout ne vous taisez pas. Merci.